Lucom. Bas-fond où nous allons mettre les étangs piscicoles pour que nous puissions essayer de voir comment mettre en place un projet d'écloserie. Écloserie, ça veut dire une unité où on va commencer à produire les alevins. Les alevins, ce sont les petits des poissons. Et les alevins de bonne qualité, on va chercher les souches, n'est-ce pas? Des tilapia, des clarias, les toubobos là. Mettre en place ici une écloserie pour les petits des clarias et les petits des tilapia, mais de bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucom. Wadi chitongola, wadi omwana necholi. Baba sagedi bana ya longela dia biaga flongela wa longela engani. Basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala obak shade. Basagedi ka benia kuitutu babaji bakjojo ne ya udi kumukala nengani. Muluma babaji baba kujojo ne ya ibaji muluma udi kumukala nengani. Fwa nbwa lufumba. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO, signifie Direction générale de recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'Omami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques, nous pouvons valoriser les sites touristiques, nous pouvons créer une sorte de parc, nous n'avons même pas de cimetières modernes. Lucom. Programme est 145 territoires. Qui est Basuto? Pour toi, je ne sais pas conseiller le président. Je m'ai rencontré plusieurs fois pour m'expliquer quand est toi mon édit. Quand il est bitarato. Pinjero, naturellement, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais il doit y avoir naturellement un exode urbain. Lucom. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs de l'ICOM Mweneditu TV, également auditeurs de notre radio communautaire Butoka, merci, bienvenue à votre émission, votre magazine Explication. Explication pour aujourd'hui, Junior Choa est à la caméra et c'est également lui qui nous fait la réalisation sonore. Le montage est de Eric Ilunga Meji. Dans cette émission, votre émission Explication, aujourd'hui, nous sommes en train de parler ou nous allons parler de la province de l'Omami. Cette province qui est née depuis le 15 juillet 2015, aujourd'hui, quelques années plus tard, nous allons dire quelques 6 ans et demi plus tard, où en sommes-nous avec cette province? Mais ici, focus sera mis sur les potentialités de cette province. Pour en parler, nous recevons pour vous le chef des travaux, doctorant Anasta Kazadi, à qui nous disons bonjour, bienvenue à cette émission Explication. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci pour votre considération à ma modeste personne. Merci beaucoup. C'est avec lui que nous allons échanger autour de cette question, les potentialités de la province de l'Omami. Pour vous présenter complètement, vous diriez quoi? Oui, moi c'est monsieur Anasta Kazadi Matanda. Je suis chef de travaux à l'université de Mweneditu, faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis diplômé d'études approfondies en sciences économiques et orientation économie de développement.
Et par cette même occasion, j'ai déjà entamé mes recherches doctorales pour la thèse dans le domaine toujours de l'économie de développement à l'université de Lubumbashi. Une très bonne chose. Et ça va porter sur quoi? Oui, ma thèse porte sur les performances économiques et le chômage dans une économie de la débrouille, cas de la République démocratique du Congo, une lecture allant de 1970 à 2020. Donc pendant 50 ans, j'ai choisi le cycle de Kondratiev. Donc je dois faire cette analyse pour voir comment les performances économiques ont évolué dans le temps et est-ce que ça a eu un impact sur les niveaux de chômage, qu'est-ce qui bloque, quelles sont les pesanteurs et au-delà de ça, contextualiser cela parce que vous êtes sans ignorer que notre économie, l'économie de la République démocratique du Congo, c'est une économie qui est dominée par l'économie informelle. Nous, en économie, il y a le professeur Lefeu Mota qui a parlé du système D. Donc, le système D, c'est un système de la débrouille. Cette économie informelle qui est vulnérable, qui n'est pas soutenue. C'est que les gens se débrouillent. Oui, les gens sont là, ils se débrouillent, trouvent à manger, ce que vous appelez communément taux du jour. Vous voyez, quand quelqu'un en cours de route, laisse-moi, je n'ai pas le temps, même si on dit aujourd'hui c'est férié, mais c'est férié pour vous les fonctionnaires. Nous sommes taux du jour. Donc, quelqu'un sort de la maison, il doit toucher à gauche, à droite, là où il aura le pain, il l'amène à la maison. C'est une économie de la débrouille. Comment, dans un environnement pareil, on peut manipuler une politique économique qui peut jouer sur le chômage. Donc voilà, c'est un peu ça ma façon de voir que je suis en train de mener dans le cadre de mes recherches doctorales. Voilà, mesdames, messieurs, pour présenter notre invité de cette émission Explication. On se rend bien compte que on a rétréci pratiquement son champ. Parce que lui parle de la RDC, nous on est dans la province de Lomami où on apprécie les potentialités et les potentialités économiques parce que vous d'abord pour commencer la question c'est quelles sont les potentialités de la province de Lomami? Oui, merci monsieur le journaliste pour cette question. D'entrée de jeu, il n'y a pas si longtemps, si j'ai une bonne mémoire, le 15 décembre 2021, j'ai animé une conférence à la sortie officielle d'une ONG, le Jeune Engagé, dans la grande salle de Saint des derniers jours. J'ai animé une conférence là où je parlais du tissu économique de la province de Lomami, enjeux et perspectives. Donc je fais un décryptage. Donc, un diagnostic sur les tissus économiques de la province de Lomami. Parce que lorsque vous voulez parler de potentialités économiques, il faut voir les tissus économiques. Comment la structure économique de la province de Lomami se présente, allant du secteur primaire jusqu'au secteur tertiaire. Et si nous prenons le premier secteur, c'est le secteur primaire, vous allez remarquer qu'on n'a pas de grandes unités économiques qui œuvrent dans ce secteur primaire, notamment les industries agricoles. Nous n'avons pas ça, mais plutôt on peut constater, remarquer les quelques activités artisanales. Quelqu'un a un petit champ de 10 mètres carrés, il se contente de ça. Donc on fait encore une agriculture artisanale traditionnelle qui est déjà dépassée. Ça, ce n'est pas une agriculture du développement, alors que la province de Lomami était considérée dans l'histoire comme le grenier agricole. Donc le secteur agricole sur le plan développement est quasi inexistant. N'en déplaise l'existence de quelques petites activités économiques artisanales. Et si nous prenons le secteur industriel, là, sans mâcher les mots, c'est un secteur qui n'existe pratiquement pas. Le secteur industriel, c'est là où nous voyons les industries qui sont capables de transformer les matières premières en output, je dirais, en produits finis. Malheureusement, notre province n'a pas d'industrie. Donc,
Vous prendrez également les secteurs tertiaires. C'est là que nous avons les entreprises commerciales. Les entreprises commerciales. Donc, et là, on constate quand même, il y a quelques PME, micro, petites et moyennes entreprises qui font des activités commerciales et aussi quelques entreprises des services. Les quelques grandes, vous risquerez de me parler qu'il y a aussi des grandes entreprises, notamment la SNCC, la SONAS, la Régie des eaux. Ce sont des entreprises qui sont ici. Elles sont des grandes entreprises, mais malheureusement, leurs sièges ne sont pas ici dans la province de Lomami. Ce sont des entreprises qui ont des sièges ailleurs. Et toutes les grandes décisions se prennent ailleurs. Même quand il faut embaucher, vous avez remarqué que souvent, ce sont des gens qui sont recrutés ailleurs, qui viennent travailler ici alors qu'il y a une main-d'œuvre locale ici. Dernièrement, on avait fait l'offre à la DGDA, par exemple, qui est une régie financière. Mais où sommes-nous? Qui de Monedi, tout derrière cette offre est resté dans le couloir. Donc, lorsqu'on a des grandes entreprises, mais dont les sièges sont toujours ailleurs, ce n'est pas aussi encourageant parce que ça ne va pas tellement soutenir l'activité économique, même si ça répond quand même à un besoin sur place. Et vous allez remarquer que nous n'avons qu'un secteur tertiaire qui est quand même dynamique, mais avec des micro, petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas de grandes entreprises qui ont des sièges ici. Et le secteur secondaire est quasi inexistant, le secteur primaire inexistant, et par conséquent, tous les trois secteurs sont aussi désarticulés. Donc, alors que dans une bonne économie, une bonne structure économique d'une entité, il faut que ce que nous produisons dans le secteur primaire aille dans le secteur secondaire, transformé, et cette valeur ajoutée, on l'amène maintenant dans le secteur tertiaire. Donc, il y a interconnexion entre ces trois secteurs. Mais malheureusement, ces trois secteurs sont désarticulés. Pourquoi? Parce que tout ce que nous commercialisons ici sur place, ça vient d'ailleurs. Vous avez même des bougies, boîtes d'allumettes, des boîtes de conserve, tout ça. Ça vient d'ailleurs. Même l'essence, aujourd'hui, les carburants... C'est que nous faisons la valeur ajoutée des produits qui viennent d'ailleurs. Oui, ce sont des produits qui viennent d'ailleurs. Donc, on ne transforme rien localement. Ce qu'on commercialise, ça vient d'ailleurs. On doit payer soit dans des villes de la République, ou soit au-delà du pays. Vous prenez par exemple le carburant. Les carburants, ici chez nous, ça coûte aujourd'hui, on m'a dit que c'est 5500. 5500, les motards, si vous comptez dans la circulation, le nombre de motos même diminué. 5500, alors que si vous partez à Lubumbashi, à qui le carburant 1 litre, l'essence c'est $1, donc plus ou moins 2000 francs. Mais ici 5500. Or, nous avons des potentialités qui peuvent être valorisées et produire les biocarburants ici. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a un projet que nous avons soumis à l'honorable Martin Lunganga lors de son passage pendant les vacances parlementaires. Nous lui avons soumis un projet évalué à $10 millions de fabrication de biocarburants ici dans la province de Lomami. Et c'est à base de l'huile de palme. Je m'excuse, nous avons l'huile de palme ici. Et la culture des palmiers est faisable dans la province de Lomami, mais malheureusement, on ne valorise pas ça. Il y a en économie, à ce que nous parlons de la géographie. La géographie, c'est cette étude de la nature. On étudie cette nature. Mais maintenant, nous devons passer de la géographie, nous devons passer de la géographie à la géographie économique. La géographie économique consiste à quoi? À rendre productive cette géographie, cette nature-là. Donc, malheureusement, nous avons une géographie qui reste géographique. C'est pourquoi nous parlons toujours de potentiel. C'est un mot qui me fait du mal. Alors, nous devons rendre les potentialités en richesse réelle. Et là, ça demande maintenant une politique, un engagement, une politique économique, un engagement de gouvernants, une volonté politique, comme on l'a toujours souhaité, pour que la province de Lomami puisse décoller. J'ai proposé de... J'aimerais vous relancer, monsieur le chef de travaux, Anasta. Est-ce que si, en français facile, en français facile ou en un autre français que le vôtre scientifique,
quelles sont les potentialités de la province de Lomami? Très bien. La province de Lomami a des terres arabes. C'est une province qui peut être valorisée sur le plan agricole. Et vous êtes sans ignorer que le secteur agricole, c'est l'épine dorsale du développement, du décollage pour la République démocratique du Congo. Nous avons des terres arabes. Ça peut aller jusqu'à répondre à accueillir par exemple des parcs agro du genre Bukagadozo. Pourquoi pas? Parce que dans l'histoire sur place, il y avait l'entreprise ici qu'on appelait cotonnière. L'entreprise cotonnière, c'était une entreprise qui était là pour encadrer. Donc on donnait la semence du coton aux paysans qui pouvaient faire la culture du coton quand il y avait encore les entreprises industrielles dans le secteur textile. Dans le secteur textile, alors on pouvait encadrer ces gens-là qui pouvaient produire, cultiver le coton et vendre à cette entreprise qui amènerait cette matière première aux entreprises textiles. Cotonnier, à Landajika, il y avait aussi dans l'histoire économique de la province, il y avait un projet agricole. À Luputa, Memema, toutes ces grandes maisons et exercer les activités dans le secteur agricole. Mais malheureusement, avec la faillite des entreprises textiles, la politique de la République qui a changé, finalement, le secteur agricole est laissé à son triste sort dans notre province. Et aujourd'hui, les gens font des petits champs qui sont que des activités agricoles de subsistance, de survie. Quelqu'un qui doit voir les moudjibou, les lengalenga et consorts, pas une activité agricole commerciale. Donc nous sommes capables de valoriser le secteur agricole, commercialiser le produit alimentaire. Par exemple, quel produit agricole? Ici chez nous, notamment, je ne suis pas ingénieur agronome, mais déjà l'histoire économique renseigne que ici on peut cultiver le maïs, les haricots, l'arachide, les soja, le coton, ça existe. Donc on a l'arachide d'ailleurs selon des sources aussi. Ici, les palmiers, il y a aussi ce qu'on appelle des cultures pérennes. Les cultures pérennes qu'on ne peut pas oublier, les palmiers. À l'époque, on plantait aussi notamment comment je pourrais appeler ça, j'ai perdu cette culture-là. Le papa avait essayé dans notre parcelle. Vous appelez à Turba ici qu'on appelle l'impafou là. Oui, mpafou. C'est safou ou quoi? C'est mpafou. Donc c'est pas le terme technique. Donc des cultures. Oui, ce sont des cultures pérennes. Et le palmier, vous savez que le palmier est du bas en haut, le palmier a une valeur économique. Donc le palmier, on consomme tout. Le palmier, il n'y a rien qu'on jette. Donc, si on a des cités palmérées, on avait quelques cités palmérées à Moukaya ici, mais malheureusement, est-ce qu'on essaye d'encadrer ça, d'entretenir ça existe ça existe déjà, voilà. Donc le secteur agricole qui doit être revalorisé, malheureusement il n'y a pas encore une volonté politique. Il n'y a même pas une politique agricole pour la province de Lomami. C'est mieux de parler de la décentralisation, mais le gouvernant devrait comprendre que la décentralisation c'est une responsabilité. Donc nous ne devons pas tout attendre du pouvoir central. Au-delà de la politique agricole nationale, on peut avoir une politique agricole provinciale. Mais vous êtes journaliste, vous pouvez vous renseigner. On peut avoir un ministre de l'Agriculture, mais posez-lui la question, quelle est la politique agricole de la province de Lomami? Voilà, merci beaucoup. Une question très importante, mesdames, messieurs. Lui, c'est le chef des travaux, Anastat Azadi, il est doctorant, et avec lui, dans cette émission d'explication, nous parlons des potentialités de la province de Lomami. La première potentialité, c'est celle du sol, donc l'agriculture. La deuxième? Il y a aussi quelques minéraux. Je me rappelle à l'époque, avec la présence, le feu professeur Kalinda Chilumba, Floribert, c'est un géographe. Quand il venait ici pour enseigner à l'université de Moneditu, nous avons fait avec lui une descente sur terrain
Nous sommes allés même au ministère de Mines, ici à Monéditou. On nous a donné la carte de la province de Lomami. La province de Lomami a aussi tous les minéraux que nous envions dans la province du Katanga. Ah bon? Oui, parce que l'histoire même renseigne qu'il y a déjà eu quelques activités minières d'exploitation artisanale et des fois aussi illicites, notamment à la Bouta, du diamant. Voilà, donc nous avons des minéraux ici. Donc le mining qui développe la province du Katanga, qui pousse l'activité économique du Grand Katanga et particulièrement la province de Lualaba. Mais s'il y a la volonté politique, ça pouvait être ici. Je ne suis pas moi politicien, si ce qu'on a déjà entendu, on pouvait nous dire que dans l'ancien régime, c'est l'ancien régime politique qui refusait le décollage de la province du Katanga, c'est pourquoi les grands investisseurs ont refusé les investissements dans le décollage du Grand Kassai. C'est pourquoi il n'y avait pas de grands investisseurs dans cette entité. Mais aujourd'hui, que nous avons un président de la République d'origine de l'espace Kassai, je ne suis pas tribaliste aussi, j'aimerais mettre un point là-dessus, mais donc nous ne pouvons plus nous plaindre de la volonté politique, parce que le chef de l'État, bien sûr, qui est chef de l'État de la République démocratique du Congo, mais maintenant là, lui ne doit plus aussi s'aligner dans la vision de ses prédécesseurs en faisant une politique économique déséquilibrée. Déséquilibrée, ça signifie on met l'accent de développement dans telle province et non dans telle autre. Or, sur le plan démographique, lorsque vous développez une entité X au détriment de l'entité Y, la population va chercher là où on peut vivre. Et le mouvement migratoire crée aussi d'autres problèmes. Donc c'est comme ça que vous voyez, ici chez nous, il y a le phénomène il y a il y a tous ces phénomènes-là et ça discrédite même la population du coin. Donc quand vous sortez le Kassai, c'est devenu même une sorte d'injure que moi je ne tolère pas. Souvent vous allez voir même des petits enfants, entre eux, quelqu'un fait du mal, il l'insulte Kassai. Alors que Kassai, ça signifie qu'on vous identifie que vous venez de telle province. Ça ne doit pas faire l'objet d'une insulte, mais ça fait l'objet d'une insulte. Pourquoi? Parce que Kassai, quand on cite Kassai, on voit la pauvreté. Alors que nous avons des potentialités économiques qui peuvent, à l'époque, quand Miba travaillait encore, Miba était le poumon aussi de l'économie congolaise. Quand un Kassaïen s'est déplacé, mais on disait qu'il amenait l'argent. Mais aujourd'hui, quand un Kassaïen se déplace, on dit Ndonda Bayani, si c'est une fille, si c'est un garçon, on dit Koukatana Badi engagé. Vous voyez, donc nous devons réfléchir par 3 fois et voir comment changer la donne et changer le modèle économique de notre province. Nous sommes en train d'identifier les potentialités de la province de Lomami. On a commencé par l'agriculture. On a une terre arable et qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Les ressources minières existent, même les ressources hydrauliques. Les ressources hydrauliques aussi existent. Il y a certains techniciens qui ont fait une prospection. Là, on disait qu'on pouvait mettre les barrages à Katabaï. Nous avons des rivières ici qui ont de bonnes chutes qui peuvent faire l'objet même d'installation des barrages. Alors que nous avons une province dans le noir. Et une province non électrifiée qui souffre de l'eau potable, alors que nous avons des rivières, la nature nous offre des rivières, la nature nous donne la flore, la faune, tout ça, et au-delà de ça, nous avons même les poteaux Ingacha qui traversent la province de Lomami, et ce sont les Lomamiens qui essaient d'entretenir ces poteaux-là, mais vivant dans les noirs. Vous voyez ce paradoxe-là, j'appelle ça paradoxe. Tout à fait, c'est le cas de le dire, c'est un paradoxe, à voir toutes ces potentialités que regorge la province de Lomami et voir à côté de cela une population aussi. Et vous savez que une autre potentialité, nous ne pouvons pas oublier, c'est la main-d'œuvre. Le Kassaïen, c'est parmi les peuples débrouillards. Mettez un Kassaïen dans certaines conditions,
il ne va pas attendre qu'on lui amène le pain à manger. Lui-même va se débrouiller. Dans sa nature. Donc, si le pouvoir public engage des fonds dans des projets de l'électricité pour électrifier la province de Lomami, apporter de l'énergie, le courant dans la province de Lomami, et si et seulement si, il y a aussi des investissements en termes d'infrastructures routières. Les infrastructures routières. Nous avons les infrastructures routières, l'énergie, c'est tout, mais la province va décoller. Donc le peuple cassé, c'est un peuple qui se débrouille. C'est pourquoi vous allez voir même la plupart de grands originaires, quand ils sont ailleurs, ils ont de grandes activités. Vous voyez, donc ici chez nous, le courant, c'est aussi un frein même à l'entrepreneuriat privé. C'est un frein à l'entrepreneuriat privé, donc c'est plus qu'une nécessité. Voilà, plus qu'une nécessité. L'énergie, mesdames et messieurs. Les infrastructures routières. Également. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Lentement, messieurs, nous allons vers la fin de notre émission Explication qui reçoit pour vous le chef des travaux, doctorant Anasta Kazadi, qui est de l'université de Mweneditu. Nous sommes à Mweneditu dans la province de Lomami. C'est vrai, on a toutes ces potentialités et le paradoxe, comme vous l'évoquiez il y a peu, c'est qu'on a également une population qui vit dans une pauvreté criante. Oui. Aujourd'hui, parce que la géographie économique n'est pas la géographie tout court n'est pas transformée en géographie économique. Voilà, à qui la faute? Les responsabilités sont partagées. D'une part, ce sont les décideurs qui doivent orienter la politique économique, les décideurs, le pouvoir public. Deux aussi, il y a aussi un problème de la mentalité. Et la mentalité, là, c'est au niveau de gouverner. Donc nous aussi, nous devons contribuer aux quelques actions qui peuvent être posées. Je proposais aux gouvernants, aux autorités locales, disons même aux autorités provinciales, nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO, signifie Direction générale de recettes de Lomami. Ça ne signifie pas Direction générale de recettes fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille, c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de Lomami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques. Nous pouvons valoriser les sites touristiques. Nous pouvons créer une sorte de parc. Nous n'avons même pas de cimetières modernes. Alors que si on installe un cimetière moderne, c'est aussi une source de revenus. Nous n'avons pas de brigades d'assainissement. Or, si on crée des brigades d'assainissement, ça peut être aussi une source de revenus parce qu'en passant de maison à maison, dès qu'on récupère les déchets ménagers, vous payez 500 francs. Imaginez-vous par jour, si vous avez 300 ménages, fois 500, fois 30 jours, fois 12 mois, c'est déjà aussi une... Mais toutes ces idées, toutes ces bonnes idées, pourquoi nos autorités ne les ont pas? C'est ça aussi un problème. Ça me rappelle la question que j'ai toujours soulevée. Comment les autorités constituent leur cabinet? C'est une question qu'il faut poser. S'il existe des cabinets. Est-ce que nos autorités, que ce soit des autorités provinciales, des autorités locales, comment ces autorités constituent leur cabinet? Je n'ai pas de problème avec les membres des cabinets, mais est-ce que leurs cabinets sont composés des technocrates, des spécialistes dans les différents domaines pour que ces conseillers puissent éclairer ces autorités afin que certaines politiques soient mises en place et exécutées. Nous avons aussi des institutions supérieures et universitaires. Est-ce qu'il y a collaboration entre ces autorités et ces institutions? Est-ce que de temps en temps ces autorités universitaires et les autorités politico-administratives? Oui, est-ce qu'il y a une collaboration en termes d'activité économique, en termes d'entrepreneuriat?
Vous, université, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est ce qui m'avait poussé avec les amis à créer une association de chercheurs pour le soutien aux actions de développement dont la sortie officielle a eu lieu le 8 janvier 2022. Parce que nous avons réfléchi, nous avons constaté qu'il y a divorce entre le cercle d'élite et le cercle des décideurs. Donc les gestionnaires évoluent à vase clos, les chercheurs aussi à vase clos. C'est qui, or, l'université... Qu'est-ce qui a créé ou qui a créé ce creux, cet écart, cette distance entre vous, intellectuels, et les décideurs? Parce que, naturellement, ce sont les intellectuels qui émettent ou qui pondent des idées, des théories, pour que les politiques ou les autorités politico-administratives appliquent cela pour le bien de la communauté. C'est un problème de la mentalité. Parce qu'il y a une thèse qui court selon laquelle, dans les mentalités, souvent, il y a des autorités qui pensent que si elles essayent d'approcher les intellectuels dans leur cabinet, c'est pour qu'on les remplace. Alors que ça ne doit pas être comme ça. D'abord, un chercheur aime plus. Il est content quand il est utilisé comme consultant et non comme travailleur quelque part. Donc, si nous sommes utilisés comme consultants, ça vaut mieux parce que ça nous permet d'être dans l'objectivité que quand on travaille sous les ordres. C'est parce que vous aussi, intellectuel, vous avez depuis un temps pris un peu le goût de la politique ou du pouvoir politique. C'est aussi un problème systémique. Lorsque le chercheur n'est pas dans de bonnes conditions, lui aussi ne va pas migrer de mourir dans ce secteur. Il va migrer. C'est comme ça que vous allez voir, les professeurs aiment devenir ministres. Alors qu'un professeur, s'il est dans de bonnes conditions, il ne peut pas envie être ministre. Un chercheur ne peut pas envie être ministre. Alors, vous voyez, c'est là que vous voyez, par exemple, depuis qu'il y a eu ouverture, rentrée académique, les enseignements ne se donnent pas dans la plupart des institutions supérieures universitaires. Pourquoi? Parce qu'il y a la grève du personnel de l'ESU. Pourquoi? Parce que les conditions sociales ne sont pas attrayantes. Je vous informe, ça va vous faire paniquer. Vous savez qu'aujourd'hui, un enseignant de l'école primaire touche mieux qu'un assistant qui est licencié. Parce qu'aujourd'hui, avec le ministre Tony Waba, un enseignant de l'école primaire, il nage dans plus de 250 000 francs, voire 300, 400 000 francs. Et il a même promis qu'avant la fin du mois, de l'année, si on respecte le budget, un enseignant de l'école primaire touchera 800 000 francs. Mais je vous informe qu'un assistant touche 218 000 francs. Est-ce que ce serait aussi une espèce de crise de jalousie? Non, ce n'est pas une crise de jalousie. C'est la politique de la tension salariale. C'est la politique de la tension salariale. Que touche un ministre? Que touche un président de la République? Que touche un fonctionnaire de l'État? C'est un problème de la tension salariale. Donc, la richesse, je m'excuse monsieur le journaliste, la richesse doit être partagée équitablement. La justice distributive. La justice distributive. Malheureusement, on a une frange de la population minoritaire qui s'accapare la grande partie de la richesse du gâteau. Il y a un point que vous avez évoqué, ça m'a paru un peu très important, intéressant, c'est quant à la définition ou à l'explication définitionnelle de la DGRLO, Direction Générale des Recettes. Et pour vous, la province de Lomami ne devrait pas rester essentiellement fiscale. Oui. C'est recette tout court. Parce que dans les recettes, il y a recettes fiscales et recettes non fiscales. Les recettes non fiscales sont les recettes qui proviendraient, par exemple, des domaines de l'État. Vous voyez? Donc, le pouvoir provincial peut avoir des domaines, peut avoir d'activités qui apportent des revenus. Est-ce que la population qui a des ressources bon, il faut d'abord peut-être dire à nos téléspectateurs qui nous regardent de l'extérieur du pays ou de la province de Lomami et à nos auditeurs de l'espace que nous couvrons, nous RCB-FM, c'est peut-être un rappel. Est-ce que la population qui migre, cet exode massif de population qui migre vers l'ancien Grand Katanga, a-t-elle raison lorsqu'elle dit que dans la province de Lomami, dans la ville de Moniditu, il y a tracasserie quant à la perception des taxes?
Mais oui, lorsque j'ai participé à une recherche scientifique, il est démontré que une PME, je n'encourage pas l'incivisme fiscal, mais les études du terrain, parce que je suis chercheur, je parle en fonction des résultats du terrain. Parce que pour nous, Mao Tse-tung dit, lorsqu'on n'a pas fait la recherche, on n'a pas droit à la parole. Donc je parle parce que j'ai participé à des recherches du terrain. L'étude a démontré que une PME qui paye les différents impôts et taxes a moins de chances de connaître une croissance qu'une PME qui ne paye pas, qui évolue dans l'informel ou qui négocie avec certains agents de fisc qui ne payent pas correctement ses impôts et taxes. C'est une étude qualitative démontrée avec des chiffres à l'appui. Si vous passez par exemple... Ici à Monédito, c'est là que vous avez mené... Oui, je vous informe. Oui. Donc il est démontré qu'il y a une relation entre la fiscalité, une relation négative entre la fiscalité et la croissance des unités économiques de la province. Donc plus une PME paye les impôts et taxes, moins elle aura la chance de croître. Or, lorsque un entrepreneur trouve qu'il ne va pas évoluer, s'épanouir dans cette activité à cause de toutes ces petites taxes, mais il va aller ailleurs. Vous savez que, par exemple, à Lubumbashi, mais les taximens ici, ils ne payent pas trop de taxes comme ici chez nous. Pourquoi cela? C'est parce que le pouvoir public provincial trouve mieux dans les domaines. Non, pas que trouve mieux. C'est la facile. C'est facile d'aller vers quelqu'un d'autre paye l'impôt que de chercher à créer des activités qui peuvent vous produire l'argent. Donc, parce que le pouvoir public n'a pas de domaine, n'a pas d'autres ressources financières. Est-ce que vous voulez indirectement dire avec courtoisie que dans la province de Lomami, mieux où nous sommes, il n'y a pas de politique d'encadrement de toutes ces PME quant à... Vous savez qu'il y a une loi, lorsque vous voulez créer une activité économique, le pouvoir public a le devoir de protéger un jeune entrepreneur. Notamment, dès que j'ouvre aujourd'hui, on peut me donner 3 ans d'exonération fiscale. Je ne paye pas les impôts et taxes. Au contraire, on vient m'aider même dans la gestion. L'État peut me demander, est-ce que tu as un gérant qui a les compétences nécessaires pour gérer votre activité économique? Si je dis non, l'État peut me trouver même un gestionnaire. Mais malheureusement aujourd'hui, osez seulement ouvrir une petite activité avec beaucoup de propriétés, mettez seulement la petite. J'ai rencontré un monsieur qui travaille dans les trucs de monnaie électronique. Il fait de l'argent. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne peux pas seulement construire une histoire proprement là, comme une sorte de cabine, de shop, oui, et puis tu fais tes activités au lieu d'être sous soleil, ambulant et comme ça. Vous savez, la réponse me dit, dès que je crée ça, demain je commence à recevoir les agents de l'État. Non, c'est payer telle taxe, payer telle taxe, payer telle taxe, à la lumière, sans s'intéresser à la date de la création. Monsieur le chef des travaux Anasta Kazadi, vous êtes de l'université de Moédito, vous êtes doctorant. Est-ce que je vais faire un effort d'être un peu banal. Est-ce que vous voulez dire, à la lumière de l'évocation de la loi sur les PME, quelque chose comme ça, vous voulez dire que à Moédito, ces agents qui seraient derrière tous ces jeunes entrepreneurs commettraient des infractions? Parce que ce que dit la loi et qui n'est pas fait par le personnel dépositaire de l'autorité de l'État, ce me semble une la fraude fiscale n'est pas seulement dans les chefs des entrepreneurs. Même les agents de fisc aussi des fois négocient. Il y a certains entrepreneurs qui sont dans des postes de certains agents de fisc. Je vous donne un exemple. Payer seulement une moto aujourd'hui. Si vous n'avez pas une couverture d'une autorité quelconque, mais vous avez des problèmes pour que votre moto fasse les taxis. Fasse les taxis. Et vous n'avez pas tous ces motards ici. C'est facile de compter qu'on a maintenant 100 motards. Mais en réalité, peut-être, il n'y a que 20 le pauvres qui payent toutes ces taxes et qui sont asphyxiés, finalement, qui disparaissent. Les autres, il faut avoir
de couverture de telle autorité, telle autorité. Vous voyez un peu, c'est ça le grand problème. Donc on doit plutôt encadrer ces unités. Ce sera la dernière parole et puis pour vous résumer, parce qu'on est tellement au-delà de notre timing. Oui, en fait, je demande, primo, comme recommandation, qui est volonté politique. Volonté politique, tant au niveau national, provincial que local. De deux aussi, il faudrait que le pouvoir, là je suis dans la province, que les autorités provinciales ne puissent plus avoir un regard que sur ce qui concerne la fiscalité, qu'ils essayent d'élargir leur assiette de recettes, leur assiette de recettes pour voir dans quel autre domaine, dans quel type d'activité que nous pouvons avoir des ressources, créer ce qu'on appelle le domaine de l'État. Ça ne demande pas grand-chose. On peut créer un cimetière moderne, on peut créer des amphithéâtres, donc on peut créer des domaines de l'État qui peuvent produire des recettes pour la province. Et si on fait ça, vous verrez qu'on va soulager même, on peut rationaliser la fiscalité. Il faut rationaliser la fiscalité parce qu'il y a la théorie économique, la courbe de l'affaire qui dit trop d'impôts tue l'impôt. Ça c'est deuxième recommandation. Troisième recommandation, c'est que les autorités doivent collaborer avec le scientifique. Donc, entrer en contact avec les établissements supérieurs universitaires, soumettre le problème. Nous avons un problème dans tel domaine. Est-ce que vous pouvez mettre en place une commission des scientifiques qui peuvent mener des études et nous produire telle politique et comme ça. Donc, il faut qu'il y ait ce mariage-là. Et enfin, c'est aussi le changement de la mentalité. Vous êtes sans ignorer que récemment, on a brûlé quelques étalages du marché Koloboy. Qui ont fait ça? Ce sont les quelques individus de la population. Vous voyez, s'il n'y a pas de changement de mentalité, vous pouvez engager une activité de développement, mais la même population qui doit être bénéficiaire peut être ennemie de cette activité-là. Donc il faut faire participer aussi la population aux politiques de développement. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire. Et cela amènerait aussi la réduction du chômage qui est un fléau pour le pays en développement et en particulier la province de Lomami qui n'a que le secteur, qui n'a que comme employeur les écoles. Si vous n'êtes pas enseignant, donc vous êtes chômeur. Il faut se défendre. Merci beaucoup, monsieur le chef des travaux, Anastas Kazadi. Nous rappelons que vous êtes doctorant à l'université de Mouénéditou. Merci pour toutes ces lumières nous apportées par rapport à notre thématique du jour, les potentialités de la province de Lomami. Il y a un contraste entre les potentialités que nous avons, nos provinces de Lomami, et la vie que nous, Lomamiens, vivons. Mais non, voilà pourquoi nous avons fait venir ce doctorant pour qu'il nous parle, qu'il nous apporte ces lumières, et il les a données. Nous croyons qu'elles vont produire des fruits escomptés dans les chefs, surtout des décideurs. J'ignore Tchoa était et continue à être derrière la caméra. L'équipe de montage est de Eric Ilungameji. Je suis Ali Boukassa-Kabambi. Mesdames, Messieurs, ici à Mouénéditou, sur 10 jeunes, 7 sont chômeurs. Et ce sera peut-être la thématique pour la prochaine. 7 c'est moins, c'est même 9. Parce que j'ai fait une étude, le taux de chômage naturel voisine 90%. Voilà, mesdames, messieurs, les 7 sur 10, c'était les statistiques du Bureau urbain de l'emploi, prévoyance sociale. Encore une fois de plus, merci. Gardez le cap sur l'icône Mouénéditou TV, abonnez-vous. Partagez, coupez de petites vidéos, partagez-les-vous comme vous le faites déjà. Encore une fois de plus, c'est une façon de nous soutenir. Au revoir, de bonnes choses à vous tous et toutes. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. L'icône. Bas-fond où nous allons mettre les étangs piscicoles pour que nous puissions essayer de voir comment mettre en place un projet d'écloserie. Écloserie, ça veut dire une unité où on va commencer à produire les alevins. Les alevins, ce sont les petits des poissons. Et les alevins de bonne qualité, on va chercher les souches, n'est-ce pas,
de tilapia, de clarias, les tubobo là, mettre en place ici une écloserie pour les petits de clarias et les petits de tilapia, mais de bonnes variétés ou des souches, n'est-ce pas, qui permettront à ce que l'université de Mweneditu soit un distributeur, qui doivent avoir, parce que beaucoup de gens font la pisciculture, ils ont envie, mais ils n'ont pas de bonnes souches. Alors nous voulons que l'université de Mweneditu soit le centre de dissémination des bonnes souches chez tous ces pisciculteurs. Lucon. Wadi chitungula, wadi omwana nechole. Baba sagedi bana ya longela dia ka flongela wa longela ingani. Basagedi ka bibana ya bai wayo ba awashala obak shadil. Basagedi ka benia kuitutu babaji bakjojo ne ya udikumukala ningani. Muluma babajim baba kujojo ne ya ibaji muluma udikumukala ningani. Fwa bwa lufumba. Nous ne devons pas voir les taxes. Cette province ne va pas se développer avec des petites taxes. Quand vous parlez DGRO, signifie Direction Générale de Recettes de l'Omami. Ça ne signifie pas Direction Générale de Recettes Fiscales. Non. Donc la DGRO est là pour recouvrer plusieurs recettes. Mais vous allez voir que la bataille c'est uniquement sur les quelques taxes. Pourquoi pas créer ce qu'on appelle le domaine de l'État? La province de l'Omami peut créer des domaines de l'État. Nous pouvons créer des sites touristiques, nous pouvons valoriser les sites touristiques, nous pouvons créer une sorte de parc, nous n'avons même pas de cimetières modernes. Programme 145 territoires qui est Basuto. Pour toi, je vais conseiller le président. Je vais rencontrer plusieurs fois pour m'expliquer comment il doit mener. Comment il est Barato. Naturellement, Bantou, en général, tout exode rural. Bantou, mon territoire, mon village, mon ville. Mais il doit y avoir un exode urbain. Lucon.